Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un monde méconnu, un monde de béton et d'acier, où chaque détail est conçu pour contenir l'impensable. Dans cet univers impitoyable, la liberté est un lointain souvenir, remplacé par une vigilance constante et des mesures de sécurité extrêmes. Ces prisons, les plus sûres de la planète, abritent ceux qui ont commis l'impensable. Criminels notoires, figures emblématiques du crime organisé, auteurs d'actes de terreur inimaginables, tous sont confinés dans ces forteresses. Leurs noms, gravés dans les annales judiciaires, évoquent la peur et l'effroi. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'univers carcéral, à la rencontre des criminels les plus dangereux et des mesures exceptionnelles mises en place pour les surveiller. Notre exploration commence avec Joaquín El Chapo Guzmán, figure dominante du crime organisé du XXIe siècle. À la tête du cartel de Sinaloa, son emprise sur le trafic de drogue mondial était sans précédent, laissant derrière elle un sillage de violence et de corruption. Pendant des années, il a régné sur son empire, orchestrant des opérations d'une ampleur incroyable, inondant le monde de substances illicites et semant la terreur chez ceux qui osaient s'opposer à lui. Sa légende s'est forgée à travers des actes d'une violence brutale, des assassinats ciblés et des évasions audacieuses qui semblaient défier l'entendement. En 2015, El Chapo a réalisé l'impensable, s'échapper d'une prison de haute sécurité mexicaine par un tunnel ingénieusement conçu. Ce tunnel, s'étendant sur plus d'1,5 kilomètre, était équipé d'un système d'éclairage et de ventilation, témoignant des ressources considérables et de l'influence insidieuse d'El Chapo. Sa liberté retrouvée a été de courte durée. En 2016, après une chasse à l'homme internationale, El Chapo a été capturé lors d'une opération conjointe entre les autorités mexicaines et américaines. Son arrestation, un moment décisif dans la lutte contre le crime organisé, a marqué la fin d'une ère. Le règne de terreur d'El Chapo touchait à sa fin. Extradé vers les États-Unis, El Chapo s'est retrouvé face à la justice américaine. Jugé coupable de multiples chefs d'accusation liés au trafic de drogue, il a été condamné à la prison à vie dans un établissement pénitentiaire réputé pour son caractère impénétrable. La prison Supermax de Florence, dans le Colorado, est connue pour abriter les criminels les plus dangereux du pays. Surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, elle est conçue pour empêcher toute possibilité d'évasion. Notre voyage nous mène maintenant à Charles Manson, figure emblématique du chaos et de la manipulation. Bien que n'ayant pas commis lui-même les meurtres qui l'ont rendu tristement célèbre, son emprise sur ses disciples, la famille Manson, a eu des conséquences dévastatrices. Dans les années 1960, Manson, homme charismatique au passé trouble, a attiré à lui des âmes vulnérables, les endoctrinant avec ses idées radicales et ses promesses d'une nouvelle ère. Manson n'a pas eu besoin de se salir les mains de sang. Il avait tissé une toile de manipulation psychologique si puissante que ses disciples, aveuglés par la dévotion, ont commis l'irréparable en son nom. Les meurtres de Sharon Tate et de ses amis, ainsi que ceux du couple LaBianca, ont choqué le monde entier par leur sauvagerie gratuite. Ces crimes, orchestrés par Manson, ont révélé une noirceur insondable au cœur de l'Amérique. Condamné à la prison à vie, Manson a passé le reste de ses jours derrière les barreaux, mais son emprise maléfique ne s'est jamais estompée. De sa cellule, il continuait à fasciner et à horrifier, son nom devenant synonyme de manipulation et de violence. Ses interviews, rares et souvent déroutantes, étaient suivies avec attention par les médias et le public, avides de percer les mystères de son esprit torturé. Malgré son isolement, Manson est parvenu à maintenir une certaine influence sur ses disciples les plus fervents,
certains continuant à le vénérer comme un gourou, un prophète incompris. L'héritage de Charles Manson s'étend bien au-delà des murs de sa prison. Son histoire continue de hanter l'imaginaire collectif, un rappel brutal de la puissance de la manipulation et de la fragilité de l'esprit humain. Et du paysage aride et impitoyable du couloir de la mort californien, nous nous tournons vers un autre prédateur qui a jeté une ombre sur le Golden State. Richard Ramirez, connu sous le nom de Night Stalker, le rôdeur de la nuit, a semé la terreur dans les foyers d'innombrables Californiens tout au long des années 1980. Les terrains de chasse de Ramirez étaient les banlieues tranquilles, ses victimes apparemment choisies au hasard. Il attendait le couvert de la nuit, se glissant dans les maisons sous le voile de l'obscurité. Ses crimes, un mélange effroyable de violence, de viol et de meurtre, ont laissé une marque indélébile sur la psyché californienne. Contrairement aux prédateurs dans la nature, mus par l'instinct et la nécessité, Ramirez était animé par quelque chose de bien plus sinistre. Ses motivations, enveloppées de ténèbres et alimentées par une fascination pour l'occulte, restent un rappel effrayant des profondeurs de la dépravation humaine. Le caractère aléatoire de ces attaques, la brutalité pure et simple, ont laissé des communautés entières dans un état de peur perpétuelle. Cependant, la justice finit toujours par rattraper les coupables, même les prédateurs les plus insaisissables. Après une longue et difficile poursuite, le règne de terreur de Ramirez a pris fin. Sa capture a apporté un soupir de soulagement collectif à un État tenu en otage par la peur. Le procès de Ramirez a offert un aperçu de l'esprit d'un homme dépourvu de remords. Ses crimes ont renforcé son image de monstre sous forme humaine. Le juge a décrit Ramirez comme cruel et insensible. Condamné à mort, Ramirez allait passer le reste de ses jours à San Quentin. Notre voyage dans les recoins les plus sombres de l'expérience humaine nous conduit ensuite au paysage impitoyable de l'isolement cellulaire. Nous y rencontrons un homme du nom de Thomas Silverstein, un nom murmuré avec un mélange de peur et de fascination morbide entre les murs du système carcéral américain. L'histoire de Silverstein est un exemple effrayant de la façon dont le système pénal, conçu pour punir et réhabiliter, peut, par inadvertance, nourrir les ténèbres mêmes qu'il cherche à contenir. Incarcéré au départ pour vol qualifié, la vie de Silverstein derrière les barreaux a pris une tournure sinistre, ses crimes s'aggravant en violence et en brutalité. Le meurtre d'un co-détenu a marqué un point de non-retour, une descente dans un niveau de dépravation qui a choqué même les criminels les plus endurcis. Ces actes, alimentés par un puissant mélange de rage et de désespoir, l'ont transformé de détenu en problème de haute sécurité, une menace pour les autres détenus comme pour les gardiens. Jugé trop dangereux, même pour la population carcérale générale, Silverstein s'est retrouvé confiné dans les profondeurs de l'isolement cellulaire. Son nouveau foyer, la prison Supermax de Florence, dans le Colorado. Ici, Silverstein allait passer les 36 années de sa vie. Le monde extérieur, un lointain souvenir. Ses journées, un cycle sans fin de routine et de monotonie. Ses seuls compagnons, les fantômes de son passé. Dans les annales criminelles, certains noms résonnent avec une terreur particulière, leurs actes gravés dans la mémoire collective. Anders Behring Breivik, terroriste norvégien, est l'un de ces noms, à jamais liés aux événements tragiques du 22 juillet 2011. Ce jour-là, la Norvège, pays connu pour sa tranquillité et sa beauté naturelle, a été secouée par une violence inimaginable. Breivik, motivé par une idéologie extrémiste d'extrême droite, a mené une attaque terroriste soigneusement planifiée qui a coûté la vie à 67 personnes innocentes. Sa campagne de terreur a commencé dans la capitale, Oslo, où une puissante bombe a explosé près de bureaux gouvernementaux, semant le chaos et la destruction.
mais ce n'était que le début d'un plan beaucoup plus sinistre. Breivik s'est ensuite rendu sur l'île d'Utøya, où se tenait un camp d'été pour jeunes membres du Parti travailliste. Là, déguisé en policier, il a perpétré une fusillade systématique et impitoyable, traquant ses victimes et ouvrant le feu sans discernement. Après une chasse à l'homme de plusieurs heures, Breivik a été arrêté et traduit en justice. Son procès, largement médiatisé, a offert un aperçu effrayant de l'esprit d'un extrémiste, dévoilant ses motivations tordues et son absence totale de remords. Condamné à 21 ans de prison, la peine maximale en Norvège, Breivik est incarcéré à la prison de Skien, un établissement à sécurité maximale. Son isolement est presque total, confiné dans une aile spéciale de la prison, coupé du monde extérieur et des autres détenus. Cet isolement, bien que controversé, est considéré comme nécessaire par les autorités norvégiennes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il vise à protéger Breivik lui-même, qui pourrait être la cible de représailles de la part d'autres détenus. Ensuite, et surtout, l'isolement vise à empêcher Breivik de répandre son idéologie extrémiste et d'inciter à la violence. Derrière les barreaux, il reste une figure dangereuse, capable d'influencer des individus vulnérables à l'extérieur. Le nom de Ted Kaczynski, plus connu sous le nom de Unabomber, évoque une époque de peur et d'incertitude aux États-Unis. Pendant près de 2 décennies, ce terroriste solitaire a mené une campagne de terreur, envoyant des colis piégés mortels à travers le pays. Kaczynski, un ancien professeur de mathématiques brillant mais profondément troublé, nourrissait une haine profonde de la technologie moderne et de la société industrialisée. Son manifeste, un document alambiqué et dérangeant de 35 000 mots, exposait sa vision dystopique du monde et justifiait ses actes violents. Ses cibles étaient soigneusement choisies: universités, compagnies aériennes, symboles de progrès technologique et d'interconnexion croissante. Chaque colis piégé, fabriqué avec une précision méticuleuse, était une attaque directe contre ce qu'il considérait comme les maux de la société moderne. Au total, les bombes de Kaczynski ont tué 3 personnes et en ont blessé 23 autres, laissant derrière elles une traînée de terreur et de chagrin. Les autorités, malgré des efforts considérables, ont eu du mal à identifier et à capturer le Unabomber qui semblait opérer dans l'ombre. L'affaire a pris une tournure décisive lorsque le manifeste de Kaczynski a été publié dans le Washington Post et le New York Times. Son frère, reconnaissant le style d'écriture et les idées exprimées, a contacté le FBI. L'arrestation de Kaczynski dans une cabane isolée du Montana a mis fin à sa campagne de terreur, mais elle a également ouvert un débat complexe sur la nature de son crime et les motivations qui le sous-tendaient. Était-il un terroriste motivé par une idéologie politique ? Un fou génial poussé à l'extrême par ses propres démons intérieurs? Le procès de Kaczynski, marqué par des évaluations psychiatriques contradictoires et des tentatives de plaider la folie, n'a pas apporté de réponse facile. Condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Kaczynski est actuellement détenu à la prison Supermax de Florence au Colorado, l'une des prisons les plus sécurisées au monde. Son isolement est presque total, ses contacts avec le monde extérieur strictement limités. Les histoires des criminels que nous avons explorées, aussi choquantes et dérangeantes soient-elles, nous rappellent la complexité de la nature humaine. Derrière chaque acte de violence se cache un labyrinthe de facteurs, un mélange d'idéologie, de psychopathologie et d'expériences personnelles. Ces individus, bien que responsables de souffrances indicibles, ne sont pas des monstres unidimensionnels. Ce sont des produits de leur environnement, façonnés par leurs expériences, leurs traumatismes et leurs choix. Leur incarcération dans des prisons à sécurité maximale vise non seulement à protéger la société, mais aussi à les empêcher de nuire à nouveau.
mais elle soulève également des questions fondamentales sur la justice, la punition et la réinsertion. Comment traiter les individus capables d'une telle cruauté? Comment concilier le besoin de sécurité avec le respect des droits humains fondamentaux? Ces questions complexes continuent de hanter nos systèmes judiciaires et de défier nos valeurs les plus profondes.